Bonjour, c'est Kevin Martinelli, bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai Elsa Salmon qui dirige une entreprise de communication et de marketing, mais qui a aussi un parcours dans la reprise d'entreprise et qui a un parcours aussi chez Facebook. Elle va nous partager ça. Quels sont les plus grands pièges à éviter lorsqu'on rachète une entreprise déjà existante? Et ensuite, on présentera ton parcours. Le plus grand piège déjà, c'est de dire que reprendre une entreprise existante va être plus simple que de, construire une entreprise de A à Z. Je le dis parce que même moi, ça m'a traversé l'esprit, parce qu'avant j'ai créé des entreprises de A à Z et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, c'est cool, je vais reprendre quelque chose qui est déjà en place», parce que j'ai repris moi une entreprise qui était quand même, en tout cas qui avait un CA positif, parce que ça peut arriver aussi de reprendre, des entreprises qui sont, au bord de la faillite et voilà et de savoir qu'on est dans quelque chose de plutôt négatif. Mais voilà, en tout cas, même si on reprend une entreprise qui a déjà une équipe qui est en place, une équipe qui tourne, qui fait du CA, qui a déjà des clients, ça ne veut pas dire pour autant que ça va être plus simple, que de, ou plus compliqué ou voilà, c'est juste que c'est complètement différent finalement, que de monter une entreprise de A à Z. Il y a d'autres défis qui sont, effectivement, se faire accepter aussi par l'équipe, légitimer, sa place, peut-être, arriver avec une vision, différente aussi, faire en sorte que les clients, adhèrent à cette vision, que l'équipe adhère à cette, vision, tout en respectant ce qui a déjà été mis en place aussi et en ayant assez de recul pour dire: «OK, ça, c'est des choses qui fonctionnent, donc je ne vais pas les changer». Donc il faut savoir aussi être humble, apprendre de ça, tout en, y mettant sa patte et en arrivant avec, des nouvelles choses pour améliorer, mais pas détruire ce qui avait déjà été mis en place. Intéressant. On va rentrer dans le sujet juste après. Alors, pour pouvoir présenter l'invité, j'aimerais que tu me partages ton parcours, les différents points clés, les différents éléments d'autorité. Je te laisse la parole. Alors pour mon parcours, moi je suis une passionnée du marketing et de la com. J'ai, vraiment fait, mes études là-dedans, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. Je suis une amoureuse des marques, je suis une amoureuse de la créativité, au sens, large, même dans ce que je fais à côté, voilà, j'aime ça, j'aime créer, j'aime entreprendre, j'aime la créativité et donc voilà, donc j'ai vraiment fait, une école de com et de marketing, l'ISCOM. Je savais un petit peu que je voulais travailler là-dedans. Après, c'était flou puisque, j'ai fait de l'événementiel, j'ai travaillé pour des labels de musique, voilà, donc j'ai vraiment testé pas mal, de choses jusqu'à avoir l'opportunité d'aller travailler chez Facebook, donc au pôle Europe. Donc là, ça a été vraiment, hyper intéressant et la révélation parce que ça n'existait pas quand j'étais en études, le fait de faire de la publicité sur les réseaux sociaux. C'était le tout début du community management et donc voilà, donc j'ai eu la chance, de travailler chez Facebook, donc de baigner dans la culture anglo-saxonne aussi qui est complètement différente, de la culture française. Il y a des choses, très intéressantes dans cette culture-là qui sont très, let's do it, viens on fait puis on verra bien, ce qu'on a appris de ça. Là où les Français sont parfois un peu plus frileux, même s'il y a d'autres choses en France qui Mm. sont intéressantes. Puis de rencontrer plein d'autres nationalités sur ces sujets-là, puis ça m'a donné l'opportunité de monter ma première société, Bluepill, qui était en lien avec ça, c'est-à-dire, aider les entreprises justement à investir sur les réseaux sociaux, à être rentables, à donner aussi, des conférences sur ça, des cours en école, parce qu'il y avait pas encore de cours proposés en école, sur ces sujets-là, vu que c'était des nouveaux sujets. Donc voilà, j'ai eu Bluepill pendant plusieurs années. Après, j'ai monté une autre entreprise en parallèle, qui s'appelle Colo Entrepreneur, donc là, qui est plus dans, de la proposition de valeur pour entrepreneurs, justement sur la partie commerciale, la partie communication avec, des stages, de l'échange et puis, finalement, j'ai aussi, eu, un moment où, voilà, j'avais envie de faire une pause, un petit peu de l'entrepreneuriat et donc je suis retournée en indépendante travailler pour des marques et des grosses sociétés, mais toujours, voilà, dans le média, dans la communication, de façon un peu plus, globale et puis est arrivée, Audience qui représentait, tout ce que j'avais envie de, tout ce dans quoi j'avais envie d'évoluer en tout cas, donc le média, focus toujours média, donc mais pas que social ads, voilà aussi, du référencement naturel, aussi du média offline, voilà donc de com en fait un peu plus, global. Voilà donc c'était, la bonne opportunité au bon moment, qui croisait, aussi, mes envies. On en reparlera aussi. Je crois que tu as un parcours
artistique à côté. C'est quelque chose qui te tient à cœur. Audience, c'est la première boîte que tu as reprise ou est-ce qu'il y en avait d'autres auparavant? Non, Audience, c'est vraiment la première que je reprends. Ok, ouais. Voilà, comme je disais, donc les autres, c'était des créations d'entreprises. Hmm, Donc c'est-à-dire qu'effectivement, bah, là, tu as le temps de la voir grandir, c'est ton bébé, tu as le temps de te dire: «OK, avec qui j'ai envie de travailler? Est-ce que, je décide d'avoir des employés?» et cetera. Puis tu as le temps de, voilà, de les recruter, de les tester, c'est vraiment, voilà, c'est aussi, voilà, rempli de défis, bien sûr, le fait de créer une entreprise de A à Z, mais au moins tu as le temps. Tu as le temps de, voilà, de construire brique par brique et puis, voilà. Là, effectivement, la reprise, tu dois faire avec les cartes qu'on te donne. Donc hmm. c'est encore différent et puis aussi avec des personnes qui sont là, que tu as pas recrutées. Donc comprendre leur parcours, s'ils sont là depuis plusieurs années, bah, ils ont peut-être été habitués à certaines choses, voilà, une certaine vision, un autre entrepreneur et donc effectivement, d'apprendre à jouer aussi, avec ça. Alors, quelle a été justement la toute première décision stratégique justement, qui a marqué la reprise de audience que toi tu as pris? La décision stratégique, ça a été, après dans mon fonctionnement, ça a été déjà de regarder ce qui était en place, de comprendre, de passer du temps avec, chaque personne pour essayer, de comprendre quels étaient leurs points de frustration. Qu'est-ce qu'ils aimaient aujourd'hui, à l'heure actuelle dans le fonctionnement, pour aussi vraiment évaluer là où je pouvais taper du poing, là dire où j'étais pas d'accord et dire au contraire: «Bon bah ça, voilà, c'est des bonnes choses et on va les mettre en place». Mais j'ai quand même repris une équipe aussi au début qui, justement, puisqu'il y avait plus de dirigeants, donc qui a souffert un petit peu et qui était pas bien. Donc ma grande décision a été plutôt au début RH, c'est-à-dire de vraiment leur faire comprendre que j'étais là pour eux, que j'étais là pour faire tampon, pour les protéger, que auprès de aussi, même parfois des clients, parce qu'en fait, quand il y a plus de dirigeants, bah, il y a plus de, voilà, parfois il y a des choses qui sont un peu plus, qui se sont senties, on va dire, permissible un petit peu dans peut-être aussi dans la façon d'échanger avec les équipes. Donc ma première grande décision, ça a été vraiment ça, ça a été, de montrer que j'étais là, et aussi de faire, réexister, rayonner Audience, de façon différente. Ok. Et je pense qu'il y a des gens qui vont regarder ce podcast qui vont se reconnaître un petit peu, mais l'humain est difficilement scalable. C'est beaucoup de travail. Donc, est-ce que tu saurais rentrer un peu dans le détail sur les problématiques que tu as rencontrées? Alors, évidemment, il y a sûrement des choses que peut-être tu veux garder pour toi, c'est tout à fait normal. Mais c'est quoi les différentes? Comment on aborde les problématiques? Par exemple, il y a peut-être deux collègues qui se parlent plus. On a peut-être un problème avec un client. On récupère une entreprise avec ses problèmes. Comment est-ce qu'on traite ça concrètement? Est-ce que tu as des exemples, des anecdotes dans la limite de ce que tu es prêt à partager? Ouais, bien sûr. Bon, déjà, une première chose, c'est qu'effectivement, je pense qu'il faut aimer l'humain. Si on n'aime pas l'humain, ça va être très, très, compliqué. Ouais, exactement. Je pense qu'il faut beaucoup de patience. Il faut, savoir, écouter, réellement écouter, en fait, les personnes qui sont en face. Parce que, moi, je compare ça souvent, le management, je ne sais pas si tu connais ça, je pense qu'il y en a qui peut-être qui Mhm. connaissent, les 5 langages de l'amour et je Ça me dit rien du tout, mais vas-y, je te En laisse gros, il y a développer. 5 langages dans l'amour, je les connais plus trop, mais c'est, enfin, on dit qu'il y a 5 langages, donc il y a des personnes qui sont, par exemple, qui pour eux, le plus important dans un couple, ça va être les attentions. Les attentions, les petites attentions du quotidien et Hmm. cetera. Il y en a d'autres, ça va être l'écoute, le fait que tu prennes du temps pour les écouter ou que tu passes du temps avec eux. D'autres, ça va être des cadeaux, le fait, voilà, que tu leur offres quelque chose, ça veut dire que voilà, tu leur prouves de l'amour, etc. Et on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses, ou en tout cas, on Mhm. a tous des niveaux différents. Il y a des personnes, voilà, pour eux, c'est que tu leur offres du temps de qualité, voilà, d'autres, c'est justement que tu leur offres un voyage ou quelque chose qui leur fait plaisir, donc ça montre que tu les as écoutés. Voilà, donc on est tous, en tout cas, sensibles à des choses différentes. Et dans le management, c'est la même chose. En gros, dans tes équipes, dans les personnes que tu as en face de toi, tu as des personnes qui sont sensibles à des choses différentes. Il y en a d'autres, ça va être l'argent qui va les motiver. C'est-à-dire, voilà, il faut qu'ils aient un bon salaire. Souvent, c'est des commerciaux, mais pas que, hein. Des fois, ça peut être des personnes qui ne sont pas commerciales, mais qui sont extrêmement motivées par l'argent. Donc, du coup, tu peux les driver avec du défi, avec des primes. Voilà. Hmm. D'autres, ça va être la reconnaissance. C'est-à-dire que vraiment, il faut que tu leur montres qu'effectivement, tu vois
tu vois ce qu'ils font, que tu leur dises « Ok, là, tu as fait un très bon travail, je suis fière de toi, etc. » et tout. Et c'est comme ça qu'ils vont se sentir mieux et qu'ils vont avoir envie d'aller plus loin. D'autres, ça va être le fait de se sentir stimulés intellectuellement et qu'on leur propose des formations et qu'on leur propose de monter dans la hiérarchie, d'aller plus loin. Donc voilà, on est tous plus ou moins sensibles. Donc il y en a qui vont se reconnaître dans plusieurs choses, mais on est tous plus ou moins sensibles. Il y en a d'autres qui vont, par exemple, mettre l'argent en second plan en disant, bon, bah ok, je suis bien payée, mais c'est pas ça qui me drive le plus. C'est est-ce que je suis bien dans mon travail? Est-ce que j'ai de la liberté? Est-ce qu'on me fait confiance? Enfin voilà. Donc, on a tous des choses différentes qui nous drivent. Donc, déjà, c'est de comprendre ça. Une fois que tu as compris qui était drivé par quoi, quels étaient leurs caractères et comment il fallait leur parler aussi. Tu as des personnes avec qui il faut être voilà, un peu plus brut de décoffrage et elle est très straight to the point. Et d'autres, il faut faire très attention. Il faut que tu mettes énormément de forme dans la manière dont tu vas communiquer et tout. Donc déjà, moi, la première chose que j'ai faite, c'est ça, c'est essayer de comprendre comment fonctionnait chaque personne, qu'est-ce qui les drivait et comment je devais m'adresser à eux pour pouvoir m'adapter. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu peux aussi le faire dans l'équipe pour que justement être sûr que chaque personne arrive à communiquer de la meilleure des façons. Parce que du coup, tu peux avoir un directeur de clientèle qui te dit bah, attends, c'était hyper clair ce que je lui ai dit de faire, lui à la prod, je lui ai expliqué de telle et telle manière. Pour toi, ça te paraît clair. Mais en fait, lui, il a une autre lecture. Il n'est pas formé comme toi. Il est sur de la prod toute la journée derrière son écran en train de lancer des campagnes, etc. Et peut-être que du coup, il n'a pas ta vision client, parce qu'il n'est pas en direct avec le client, etc. Et tout. Donc, du coup, ça va être de recréer des réunions, recréer des process, recréer des façons de discuter entre vous. Peut-être que ça va être, OK, la personne qui a la prod, faut peut-être la mettre un tout petit peu plus de temps en temps dans des réunions, même avec le client. Comme ça, elle comprend un peu mieux les enjeux, les problématiques. Elle sera peut-être plus empathique avec ce que ressent le client et ce qu'a besoin le client. Et donc, du coup, il va avoir une autre approche de créer sa stratégie sociale ads. Donc voilà, donc c'est vraiment toute cette chose-là sur laquelle tu peux travailler. Après, d'autres personnes, comme je dis, ça va être de bien comprendre est-ce qu'ils sont à la bonne place, est-ce qu'il faut peut-être revoir leur place dans la société, est-ce qu'ils ont besoin qu'on double ce poste-là, ou alors au contraire, ils ont besoin de formation, est-ce qu'ils ont trop de liberté, à ce moment-là, il faut peut-être leur enlever, leur remettre un cadre un peu plus serré. Parce qu'en fait, il y a des personnes, quand on leur laisse trop de liberté, finalement, c'est pas non plus bon pour eux. Et d'autres, au contraire, si tu leur mets trop de cadre, ils vont imploser. Donc, en fait, c'est vraiment de trouver le juste équilibre. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand tu as... et encore, moi, j'ai 10 personnes, c'est pas beaucoup, mais quand on a 20, 30, etc., c'est quand même... L'humain te prend beaucoup de temps. Ouais. L'humain est difficilement scalable, comme disait un de mes mentors. Mais ouais. C'est un sacré taf. Est-ce que toi, tu as déjà testé alors, petite digression, mais des techniques de typage de personnalité, le MBTI, du human design, des choses comme ça, pour pouvoir comprendre un peu plus l'humain? Ouais, c'est aussi des choses qui aident. Voilà, il y a aussi effectivement toutes ces techniques-là qui aident à comprendre. Après, faut pas non plus se dire, OK, je te mets dans une case et t'es comme ça et tout, Ouais. parce qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours. Tu peux avoir aussi des choses qui te font que ça te rend malheureux, tu peux avoir des problèmes personnels, etc. et tout. Donc, c'est aussi, en tout cas, moi, une chose que j'ai bien réussi à faire, puis je leur fais répondre à un baromètre RH où on leur pose des questions pour savoir comment ils se sentent, etc. et tout, aussi vis-à-vis de moi. Et ça, je suis très contente parce que ça a été doublé entre l'année dernière et cette année. Mais voilà, qu'ils sentent qu'ils peuvent vraiment tout me dire. Moi je pars du principe aussi qu'il faut être transparente. Donc, je suis très dans la transparence. C'est mon management dans le sens où je l'explique. Où est-ce qu'on en est avec les chiffres? Où est-ce qu'on en est avec les clients? En fait, si je te donne pas de prime, c'est pas parce que j'ai pas envie de te donner de prime. Mais en fait, pour moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu expliques à la personne, euh, tout est entendable. En fait, moi, j'ai aucun souci avec quelqu'un pareil qui va me dire je ne sais pas faire ça. Mais du coup, ok, tu sais pas le faire. C'est quoi la solution? Est-ce que tu as besoin de temps? Est-ce que tu as besoin de formation? Est-ce que c'est mal expliqué? Là où j'ai un problème, c'est quelqu'un qui va me dire je n'ai pas envie, j'en ai rien à foutre, je ne te respecte pas. Ça, pour moi, c'est un problème. Mais par contre, j'aurais jamais aucun souci avec. Je préfère embaucher quelqu'un qui va me dire moi, je ne sais pas tout faire, mais par contre, il n'y a pas de souci. J'ai un gros courage, j'ai une grosse motivation et je suis prêt à apprendre. Je pense que tout s'apprend dans la vie et tu peux évoluer à partir du moment où tu en as envie. Donc, je dis souvent que moi, je pense que
suis certainement pas la meilleure entrepreneur, je suis certainement pas la plus forte, la plus intelligente. Il y a plein de personnes qui sont plus douées que moi, en com ou même, en gestion financière, tout ce que tu veux, etc. Le seul truc que j'ai pour moi, c'est le courage. Voilà. Je pense que je suis quelqu'un de courageuse. C'est la seule différence. Alors, basculons sur un sujet. On en a parlé avant en préparant l'interview. Tu parlais du fait de développer le sujet des femmes dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as des sujets en particulier que tu aimerais aborder là-dessus? Parce que c'est vrai qu'on a toujours cette tendance à voir beaucoup d'hommes entrepreneurs. Aux États-Unis, on a des personnes comme Leila Hormozi, qui sont des femmes entrepreneuses qui rayonnent, et ça fait plaisir justement de voir cette diversité-là. Donc, ça a été quoi un peu le parcours? Alors, pas forcément que dans l'entrepreneuriat, mais aussi à côté, quand tu travaillais chez Facebook, et ensuite quand tu t'es lancé en entrepreneuriat, est-ce que tu t'es heurté à des problématiques en particulier? Comment tu les as résolues? Alors, oui, c'est vrai que des fois, ça me paraît fou encore en 2025 de se dire en fait, être une femme et entreprendre et de devoir encore en parler, de se dire: «Bah non», tu as l'impression parce que des fois, tu peux évoluer dans des cercles où tu te dis: «Bah non, non, pour eux, c'est complètement OK». Mhm. Mais en fait, il y a encore plein de personnes pour qui c'est pas du tout OK. Ou en tout cas, ils n'ont pas la même perception, ou encore sur cette perception de dire: «Bah, voilà, ouais, mais si c'est une femme, il y a peut-être un jour où elle va tomber enceinte et puis il y a peut-être un moment, elle aura un enfant, puis elle aura envie de passer moins de temps dans l'entreprise», alors que c'est pas vrai. Certes, c'est des choses qui peuvent prendre du temps, mais je pense aussi que, voilà, et maintenant aujourd'hui, les hommes sont hyper impliqués. Moi, j'ai de plus en plus de personnes que je rencontre ou même que je dis: «Ah, bah, on peut se donner rendez-vous mercredi», et que c'est des hommes, ils me disent: «Non, non, mercredi après-midi, c'est moi, je m'occupe de mes enfants», et cetera et tout. Ouais, Donc c'est vrai ça. plus en plus d'hommes qui sont quand même impliqués, donc il faut quand même souligner ça, le côté positif quand même des choses, Bravo. et qui sont très heureux et qui comprennent que c'est complètement normal de partager tout de façon hyper égalitaire. Donc voilà, je souligne quand même le côté positif avant de parler du négatif. Mais oui, oui, ma première boîte, je l'ai montée, j'étais jeune. Tu jeune, tu une femme, tu blonde, voilà, je l'ai le droit à tous les stéréotypes où j'ai eu certains rendez-vous où on m'a dit oui, donc j'avais donc un associé et on m'a dit non, non, mais j'aimerais bien parler à votre patron, ou je préférerais parler à votre associé, ou on m'a fait comprendre qu'on préférait parler à un homme, et on m'a fait D'accord. comprendre que oui, que j'avais l'air trop jeune, enfin voilà, où vraiment physiquement, quand on m'a vu arriver, on s'est dit oulala, je vais pas lui confier. Et ce que je peux comprendre, hein, ça fait peur de confier beaucoup d'argent à quelqu'un pour qu'il l'investisse sur les réseaux sociaux pour faire monter ta boîte, parce qu'il y en a beaucoup qui comptaient sur ça pour réussir dans la vie, faire en sorte que leur société soit rentable. Et je peux comprendre que ça soit stressant, mais pour moi, l'âge et le physique et le fait que tu sois un homme et une femme n'a aucun rapport. Moi, j'ai vu des gens très très jeunes rentrer chez Facebook dans la formation qui n'avaient pas de diplôme euh, tels que moi j'ai pu avoir un master, etc., mais qui étaient des vrais petits génies et hyper, Pareil. voilà, et qu'on réussit des choses ou qui comprenaient des choses que moi je mettais beaucoup plus de temps à comprendre. Donc en fait, je pense que c'est vraiment pas du tout là-dessus qu'il faut s'arrêter. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense qu'il y a encore un gros travail effectivement là-dessus, sur se dire que l'habit ne fait pas le moine. Mais moi, la première, pourtant, je fais très attention à comment je m'habille. Je vais en Ah ouais? rendez-vous, ça a été vite compris que le fait d'arriver bien habillée, en talons, voilà, de faire plus sérieuse, on va dire, dans ma façon de me présenter, bah, encore aujourd'hui, ça a un impact psychologique sur Ah la ouais? personne en face, même de façon inconsciente. Et c'est vrai que, bah, du coup, je me «plie» entre guillemets à cette règle. Heu, Après aussi, j'aime bien, voilà, bien m'habiller et cetera et tout. Hmm. Mais je pense que si tu arrives en jean troué, basket et cetera, inconsciemment, la personne qui est en face Hmm. va peut-être se dire: «Ouh là là», mais donc je pense que même des personnes qui essayent de faire un effort, inconsciemment sont encore aujourd'hui, assujetties à ça. Donc voilà, après oui, j'ai déjà eu ces remarques aussi, voilà, sur, donc heureusement que j'aime faire du sport et puis, boire du whisky, quoi. J'ai envie de dire, si c'est que ça, allons boire un verre de whisky, faisons du paddle, ensemble, ou autre chose, il y a pas de problème, si tu veux discuter business. Mais oui, je me suis mis dans un club de business où on fait du paddle et cetera et tout. Parce que oui, il y a encore beaucoup ce truc-là de mecs qui allaient au golf, pour signer des contrats et tout. Mais après moi
toujours évolué. Moi, j'ai fait de la boxe, j'ai commencé de la boxe, j'ai même fait de la boxe en compétition. Donc, j'ai commencé quand j'avais 14 ans. Donc, j'ai l'habitude et j'ai évolué dans un milieu, effectivement, déjà d'hommes où j'ai dû un peu jouer des coudes pour montrer que Hmm. c'est pas parce que tu es une femme que tu ne peux pas battre un homme à la boxe, du coup, Ouais, dans les complètement. règles de l'art. Et effectivement, voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a jamais fait peur, moi en tout cas. Mais c'est vrai que dans la reprise d'entreprise, en tout cas dans la création moins, mais dans la reprise d'entreprise, il y a encore très très peu de femmes qui le font. Je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'elles se sentent moins légitimes? Moi, c'est vrai que j'ai repris une société qui était à des hommes. Est-ce qu'elles ont plus peur? Je pense que c'est quelque chose qui va, en tout cas, évoluer. Mais oui, oui, je pense que, bon, on l'a vu encore il n'y a pas longtemps, il y a eu ce truc viral sur TikTok. Je pense que tu as dû le voir passer, mais sur les avions, où on posait la question, je ne sais pas si tu l'as vu, tu sais, on J'ai pose pas la vu, non. question à tous les hommes. On leur dit, voilà, l'avion va se crasher, il n'y a plus de pilote, il n'y a pas de copilote, etc. et tout. Est-ce que tu te sens capable de faire atterrir l'avion? Et je crois que 80% des hommes ont répondu, bah oui, en tout cas, voilà, j'essaierai, je pense que je serai capable, etc. Et par contre, je crois que plus de 90% des femmes ont répondu que non. Elles ne se sentaient pas capables Ah de. ouais, Et c'est fou parce que ça montre encore ce côté-là où, polarisation, ouais. ouais, ouais, où vraiment. Et je pense que du coup, dans l'entrepreneuriat, c'est encore ça. Il y a encore beaucoup de femmes qui se disent, ouh là là, mais il me faut tout ça pour que je sois capable de faire réussir cette entreprise. Ce qui est hyper intéressant parce que ça veut dire aussi que souvent, et sans faire de généralité, parce que pas toutes les femmes, mais elles sont beaucoup plus dans la réflexion, je pense, que dans l'action. Et je sais que moi, j'ai un caractère à être plutôt dans l'action. Viens, on Hmm. fait, Ouais, et puis on on voit ce verra que ça bien. donne, quoi. Ouais, ouais, c'est mentalité C'est en faisant qu'on anglo-saxonne, quoi. apprend. Donc, effectivement, je pense que c'est encore un peu la différence. Alors, est-ce que c'est génétique? Est-ce que ça vient de notre manière d'avoir été éduqué? Tout ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, et j'avais posté un podcast sur la reprise d'entreprise par les femmes et j'ai eu des commentaires comme quoi il fallait. Le problème des femmes, c'était encore qu'elles n'écoutaient pas les hommes, les vrais. Enfin, j'ai eu quelques commentaires comme ça. Ouais. Donc, malheureusement, C'était... même aujourd'hui, en 2025, on a encore ce genre de commentaires. Ouais. Ah, c'est ouf, hein. Mm. Et pour rebondir sur ce que tu disais, c'est pareil. Mon premier mentor, moi, c'était un mec de 16 ans que j'ai payé 8 000 € et il était trop fort. Il était vraiment un putain de génie. Et à côté de ça, j'étais voir des gens très avancés en marketing qui avaient 40, 50 ans, hommes ou femmes, et qui étaient nullissimes, quoi, qui avaient 15 ans de carrière, qui étaient nullissimes et dépassés. Et de se dire qu'en 2025, on doit encore associer la personne qu'on voit, que ce soit un homme ou une femme, à ses compétences, c'est quand même quelque chose qui est terrible. Alors, je dis ça parce que vraiment, j'ai beaucoup investi dans des formations et il n'y a vraiment pas de corrélation entre un homme, une femme et une personne. J'ai eu des personnes qui se présentaient, qui étaient pareil, des mentors, qui arrivaient sur la visio, enfin, jean, enfin, jogging, tout ça, mal habillés, mais tu vois, qui étaient ultra compétents alors après, c'est de la visio, toi, ils sont pas en présentiel, en train de rencontrer des clients, Oui, donc c'est vrai il y a forcément un peu plus de laxisme peut-être dessus, mais c'est quand même fou de se dire ça, quoi. Il y a un point mais que je voulais oui, développer. ou comme Ouais, tu peux vas-y. avoir quelqu'un qui a fini sa carrière et qui a 60 ans et qui a des choses hyper intéressantes à t'apprendre parce qu'il a vu des. Enfin, voilà, il n'y a pas de. Pour Ouais, moi, voilà, il y a pas de, en tout cas, d'âge ou de règle précise sur la personne c'est que ça. tu peux. Mais tu peux apprendre de tout le monde, hein. Tu peux apprendre de personnes qui est une débutante qui va te faire réfléchir sur un point spécifique de ton entreprise auquel tu n'avais pas Elle a pensé. une autre vision C'est ça. et que justement, ça fait peut-être pas 40 ans qu'elle est dans la com, mais du coup, elle a une autre vision en disant, mais attendez, pourquoi vous faites pas comme ça? Nous, on faisait comme ça, mais sur un autre marché et dire, ah ouais, bah peut-être que. Exactement. Permet de réfléchir quand on a la tête dans le guidon en tant qu'entrepreneur. Euh, Ok, alors j'aimerais qu'on bascule sur la partie rachat d'entreprise, parce que c'est vrai que c'est quand même le point. Je vois pas énormément de contenu par rapport à ça. Je sais qu'il y a des contenus de niche sur le rachat d'entreprise, mais c'est quoi en fait le process pour pouvoir racheter une entreprise? Les différents pièges à éviter. Toi, j'ai interviewé quelqu'un qui est spécialiste pour la revente des entreprises. Donc lui, vraiment, il a vendu son entreprise, il connaît les ficelles. Et il y a des choses aussi bêtes des fois que choisir un bon avocat, tu vois, parce que, et pas un avocat qui soit trop grand, parce que sinon il va traiter ton dossier comme un petit dossier, mais pas un avocat non plus qui soit incompétent, sinon potentiellement bah, tu peux te faire avoir sur certains frais, sur certains points du contrat. C'est quoi les différents process et pièges à éviter quand on veut racheter une entreprise?
Bah, c'est aussi ton comptable, ton expert comptable justement, d'être sûr que, bah, déjà que la société soit bien valorisée et qu'elle soit valorisée à sa juste valeur. Parce que c'est normal, la personne qui vend, elle veut vendre, Le plus cher au possible, ouais. meilleur prix, pour elle et puis elle a une certaine vision de ça, toi tu veux aussi, acheter au meilleur prix, mais du coup, il faut aussi se dire que quand tu vas reprendre parce que du coup tu rachètes un catalogue, client, tu rachètes tout, tu rachètes la vision et cetera et ça, c'est hyper dur d'évaluer parce qu'il y a pas que le CA, c'est parce qu'aujourd'hui, ta société, elle a un nom qui est réel, qui rayonne. Est-ce que, du coup, c'est l'entrepreneur lui-même qui fait vivre et qui est l'image de cette société et donc du coup, si tu la rachètes, bah, toi, tu es une autre Mmh. personne, donc tu vois, est-ce qu'elle va pas être, dévaluée? Est-ce que, justement, est-ce que le baromètre RH est bon où tout le monde a envie de se barrer dans la boîte et tu vas arriver et puis boum, en fait, bah, tout le savoir, qui a été accumulé par toutes les personnes qui sont là, bah, tu vois, va partir aussi avec. Donc je pense qu'il faut prendre beaucoup de temps, il faut pas hésiter à rencontrer des équipes et cetera et tout. Enfin, c'est aussi tout ça. C'est justement pas que se baser sur le contrat, les chiffres, voilà, donc ça, c'est une des choses, mais en fait, il y a tout l'à côté. C'est, voilà, est-ce que, les clients sont contents, aujourd'hui, du travail qui est fourni? Est-ce qu'ils sont enfermés par des contrats et ils ont tous envie de se barrer? Enfin, tu vois, il y a aussi, Mmh. tout ce truc-là où il faut, je pense, c'est très important aussi de regarder tout ça au-delà, de la partie, juridique, bien sûr, qui est hyper important et de la partie, chiffres. Mais et puis se dire que de toute façon, même si tu as tout bordé, il y aura toujours des cadavres dans le placard. Ouais. Enfin, franchement, et c'est normal, tu vois? Je veux dire, voilà, t'ouvriras un truc, tu te diras: «Ouh là là, mais moi j'aurais jamais fait comme ça» ou «Ouh là là, mais ça j'étais pas du tout au courant» et c'est normal, hein. Tu vas jamais, à un premier date, pour dire à quelqu'un: «Alors tu sais, moi j'ai 1 milliard de défauts, mais sors avec moi, ça va bien se passer». C'est la même chose, rachète mon entreprise, je vais pas te dire: «Oui, alors là c'est la merde, là c'est la merde, là c'est la merde, mais rachète, cette boîte, quoi». Et voilà, c'est le jeu. C'est le jeu et je peux comprendre que ça fasse peur parce qu'effectivement, il y en a plein qui revendent leur entreprise parce qu'ils sont c'est normal, ils sont en fin de carrière, ça a hyper bien marché, donc c'est aussi que eux, ils ont envie de se faire de l'argent. Mais en fait, il y a aussi vraiment ce côté-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, très compliqué bah, de te reprendre, mais c'est pas ta boîte, quoi. Donc en fait, il faut que tu arrives à faire en sorte que tout le monde adhère à toi et que tout matche ensemble, quoi. Tu es quand même en train de prendre quelque chose que tu as pas construit, avec ta vision à toi, avec surtout s'il y a de l'humain à l'intérieur, avec des clients qui n'ont pas choisi toi, mais qui ont choisi cette boîte, avec cette personne, enfin, tu vois? Il faut faire en sorte que tout ça matche ensemble, quoi. J'avais un collègue qui me disait quelque chose d'intéressant. Il me disait que l'enjeu de l'entrepreneur, c'est de construire une brand, donc avec sa tête, mais que sur le long terme, il arrive à s'en dissocier pour s'associer à une marque, tu vois, un peu comme C'est Apple, ça. par exemple. Tu vois, oui, tu vois Tim Exactement. Cook, tout ça, mais en fait, une fois que tu es associé à l'entrepreneur, enfin, vendre sa boîte ou, tu vois, partir du poste de CEO ou de dirigeant, ça devient compliqué parce que directement derrière, quelle est la légitimité de la prochaine personne à reprendre la boîte? Est-ce qu'on peut continuer de la scaler et d'obtenir suffisamment d'attention sur le marché sans avoir la figure de proue? C'est plus difficile. Donc l'enjeu du branding, c'est quand même un peu à double tranchant. Exactement et puis, faut mettre son ego de côté pour se dire que faut que tu réussisses à monter quelque chose auquel tu es éjectable et que tu es Oui, facilement remplaçable. Donc faut réussir à dire: «OK, si demain je suis pas là, en fait, quelqu'un d'autre est capable de la reprendre et la fera tourner aussi bien que moi». Et ça, il y a un petit ego quand même qu'il faut mettre de côté oui, en se disant, c'est de l'humilité «OK, ça. en vrai, voilà». Et en vrai de vrai, non, ça sera jamais la même chose parce que tu as bien sûr, tu as ta plus-value, tu as ta manière de réfléchir et cetera et tout. Mais ouais, ouais, faut réussir à créer quelque chose même pour partir en vacances, hein. C'est con, mais il y a plein d'entrepreneurs et moi la première, hein, là cette année, je bon, c'est normal, c'est une année de reprise, mais tu as pas envie de partir. Tu as pas envie de laisser ton truc, tu as trop peur que alors que tu es censé pouvoir partir sans que tout s'écroule. Sinon, ça veut dire que tu as construit quelque chose de pas assez solide. Clairement. Et au final, tu es presque comme un salarié parce que tu dépends en fait de l'entreprise directement. Donc, comment est-ce Ouais. que toi, tu as abordé justement le fait de construire les systèmes? Alors, tu disais que c'est une année de reprise. Comment est-ce que tu construis les systèmes pour, voilà, si demain, bah, tu pars en vacances ou je sais pas, tu es malade pendant 2 semaines, comment ça tourne les process avec Elsa du coup? Bah, je suis encore en construction,
Là, ça commence à... Parce que là, je pars enfin en vacances, du coup, dans 2 semaines. Donc, moi, après, bon, moi, j'ai fait revenir mon premier associé de ma première boîte et tout, donc il m'a vachement aidé à tout Ouais, c'est cool. recréer ça, à recréer tous les process et tout. Mais donc, c'est déjà d'embaucher des personnes de confiance, ou en tout cas trouver des personnes de confiance. C'est être très clair sur les postes de chacun et leur périmètre, et ça, je travaille encore dessus, leur périmètre d'action, mais pour que ça soit très, très clair, pour qu'il y ait une bonne synergie entre tout le monde. Sur les process, et puis c'est être sûr de voilà d'avoir motivé ou en tout cas aider les personnes de ta société à être dans la proactivité, qui se sentent concernées. C'est pour ça que moi je suis beaucoup dans la transparence, qui se sentent concernés par l'entreprise. En fait, faut qu'ils se sentent concernés par le business, par le commercial, même s'ils ne sont pas commerciaux. C'est est-ce qu'on fait rentrer de l'argent? Pourquoi on ne fait pas rentrer de l'argent? Est-ce que on se vend au bon prix? Pourquoi on n'est pas rentable? Pourquoi on est rentable? Qu'est-ce qu'on a fait qui a fait qu'on était rentable, et cetera et tout. Et je pense que plus tu les impliques, plus, ben, quand toi tu es pas là, ils sont là-dedans. Ils sont dans: «Ouais, mais attendez, là, on s'est pas assez bien vendu. Ah, est-ce que ce client-là, il est content? Est-ce que» voilà, et il faut qu'ils soient tous hyper impliqués par, en fait, l'avenir de la société, et qu'ils comprennent que, c'est aussi, parce que c'est vrai, moi, sans eux, je fais rien. Enfin, et donc vraiment qu'ils comprennent qu'on est tous, importants les uns pour les autres, dans la société, et faire en sorte qu'elle fonctionne, quoi. Et en même temps, c'est dur parce que je peux comprendre. C'est pas leur boîte, ils sont salariés, voilà. Mais, au moins sur le temps où je leur demande pas ça, quand ils rentrent chez eux et cetera, mais vraiment sur le temps où ils sont au bureau avec nous, bah, qu'ils ils se sentent impliqués là-dedans en disant: «OK, c'est cool, j'ai envie que cette société, elle fonctionne, j'ai envie qu'elle rayonne, j'ai envie d'être fière de travailler là», voilà, et que je passe du bon temps aussi, quand je suis sur place, et je me sens concernée, quoi. Et j'ai envie de délivrer du bon travail parce que je comprends que c'est des êtres humains qui sont en face de moi, qui eux aussi peut-être ont une société, qui ont envie que cette société, elle fonctionne, et cetera et tout. Donc vraiment d'être aussi empathique avec, les clients qu'on a, quoi. Le management reste vraiment un sujet central, hein. Vraiment dans l'interview, là, on le voit. De toute façon, c'est ce qui revient souvent dans les échanges que j'ai avec les gens qui ont une agence, qu'une entreprise avec beaucoup d'humains. Ou du moins qui est centré sur l'humain, qui prend beaucoup de charges opérationnelles. Alors, pour transitionner un peu plus sur ce que vous faites et la partie opérationnelle, comment est-ce qu'on gère la production? Alors, par exemple, dans la préparation de cette interview, j'avais préparé une question qui était comment tu fais justement pour gérer un plan média qui soit lisible et bien pilotable pour un client qui n'a pas de compétences techniques, hein, qui va déléguer, hein. Cette partie-là, c'est le but justement d'une agence. Comment est-ce que toi, tu gères cette partie opérationnelle avec ce type de client? Déjà, moi, je pense qu'il faut être vachement, pédagogue. Je crois pas trop aux grands mots et aux gros mots, Ouais, je c'est-à-dire, vois. tu Très vois, dire, technique, bah, ouais, ouais, voilà, ouais. d'être, là, avec, toutes tes KPIs, avec ton anglicisme et tout. Surtout que moi, j'en ai beaucoup parce que j'ai travaillé chez Facebook à l'étranger, donc j'avais beaucoup Ouais, ouais, d'anglicisme. pareil. Donc je fais Pareil. hyper attention quand c'est un client qui a pas l'habitude, qui est pas là-dedans. Après, on a des clients, voilà, c'est des grosses industries, des gros responsables com, marketing, il y a aucun souci. Donc, en fait, c'est déjà de s'adapter à la personne que tu as en face. Si c'est quelqu'un qui a l'habitude, qui a besoin de ça, qui a pas de souci, qui est hyper à l'aise avec ça, let's go, on le fait. Si c'est un client qui a pas l'habitude de ça, bah voilà, je pense qu'il faut s'adapter. Donc, éviter les anglicismes, éviter les grands mots très, très compliqués. Parce qu'en vrai, la problématique de tout le monde, c'est, en vrai, je m'en fous comment tu vas faire. Est-ce que je vais gagner de l'argent? Ou est-ce que je C'est vais gagner ça. des clients? Et on a tous le même truc, parce que moi j'ai la même problématique, hein. C'est est-ce que, mes clients sont contents? Est-ce que je vais avoir des nouveaux clients ou est-ce que je vais les garder? Et est-ce que je vais faire de la marge? Voilà. En vrai, on a tous la même, problématique, c'est tout ça, Ouais, on c'est veut clair, tous du hein. lead et de Ça, l'argent. c'est pareil. Voilà. Donc, au bout d'un moment, parlons-nous français. Tu veux de l'argent, je vais t'aider à gagner de l'argent. Le pourquoi du comment, il y en a, ça les intéresse. Il y en a d'autres, ils en ont rien à faire. Enfin, franchement, ils n'ont pas de temps à perdre avec ça. Le comment tu y arrives, et en vrai, des fois, c'est un peu ça, c'est donnez-nous votre budget. Nous, de toute façon, on fait du média 360. Donc, en fait, que ton argent, il soit investi sur Google, Facebook, en programmatique, ou même en affichage ou en presse, si tu veux, à la limite, moi, c'est ce que je suis en train de leur dire, c'est que nous, l'avantage de notre société, comparé à, parce que je sais, j'ai eu avant une agence qui faisait que du social ad, l'avantage, nous, de audience, là, et c'est ce que je voulais faire, et c'est pour ça que je trouvais intéressante cette société, c'est, en vrai, peu importe où on a investi l'argent, ce qui compte, c'est que ton message, il soit vu, compris, et que les personnes aient l'action qu'on a envie qu'ils aient.
Parce que bon, c'est le marketing, c'est de la manipulation, en vrai, hein, c'est quand même ça. Non, c'est Donc ça. on est tous là-dedans. Donc voilà, si tu veux voilà, que les gens veulent travailler avec toi ou vendre un sac à main, si tu veux, comment je le fais, peu importe. Voilà. Après, il y a le message, il y a la créa, il y a tout ça, l'image que tu veux donner et tout, voilà, qui est à côté. Mais où est-ce que tu l'investis, peu importe comment tu crées ton funnel, finalement, voilà. Donc ouais, je pense que déjà, voilà, être pédagogue pour bien expliquer et puis être très clair sur, OK, tu veux gagner de l'argent, mais t'inquiète pas, moi je vais t'en faire gagner. Et si c'est pas le cas, si on se trompe, c'est aussi être capable de dire à son client, bon, là, j'ai pas les résultats qu'on avait, voilà, mais pourquoi? Et en fait, de chercher et de lui expliquer. Je pense que, enfin, moi en tout cas, c'est toujours passé quand je vais dire à un client, là, j'ai pas eu le résultat, mais je sais pourquoi. J'ai fait du test and learn. Maintenant, hop, on va rattraper le tir et voilà où est-ce qu'on va aller. Donc aussi, pas essayer de cacher voilà, pareil, derrière des grands trucs, des grands mots, etc. Je pense que plus tu es dans la transparence, plus la personne qui est en face, elle est capable de l'entendre et dire, OK, bon, bah, maintenant, tu vas faire différemment et c'est OK. Donc en fait, c'est vraiment de gagner la confiance de la personne que tu as en face et ouais, essayer d'être le plus clair possible sur ce que tu fais et heu et puis jamais oublier, quels sont les objectifs de la personne que tu as en face, quoi. Et quand tu as un client justement qui est face à toi, peu importe qu'il ait des résultats ou qu'il ait pas des résultats, c'est quoi, selon toi, le meilleur process pour augmenter la rétention? Parce que le cash se trouve dans la rétention, hein. Il ne se trouve pas constamment dans l'acquisition à froid de nouvelles personnes. C'est beaucoup plus difficile d'acquérir un prospect froid que de prendre un prospect chaud et de le maintenir, de faire les upsells, de faire de la rétention, etc. C'est quoi, selon toi, le meilleur process pour avoir le maximum de rétention sur le long terme du client? Bah, si on est sur vraiment de la prod pure, ça va être de vérifier ton taux de répétition de tes campagnes pour être sûr de pas saouler ton auditoire, mais justement de lui proposer des choses différentes. Donc ça veut dire aussi, qu'effectivement, il faut que tu, sois présent sans être trop, donc sans étouffer. Donc en fait, c'est vraiment vérifier ton taux de répétition parce qu'en fait, si tu es en train de tourner, 50 000 fois avec le même message, com et cetera, sur les mêmes personnes et tout, en proposant les mêmes choses, bah, voilà, tu vas saouler ton auditoire, très clairement. Mais donc du coup, c'est de lui proposer des nouveautés, et puis en fait, c'est vraiment de travailler ta data au maximum. C'est où est-ce qu'elle en est cette personne? Est-ce qu'elle a acheté mon produit il y a 6 mois? Est-ce que, voilà, ça va dépendre des marchés, mais donc du coup, OK, bah, là où elle en est, elle a sûrement besoin de reprendre ce même produit-là. Tu peux passer par plein de choses, par des questionnaires de satisfaction client, pour essayer de comprendre où est-ce qu'ils en sont. Parce qu'avec un questionnaire de satisfaction client, par exemple, tu peux comprendre si déjà ils sont contents, mais aussi tu peux déceler des choses. Tu peux déceler tu vois, ils peuvent, dire: «Bah, voilà, j'aurais aimé avoir plus de ça» et cetera et tout et des fois, ça te permet de créer des services supplémentaires ou de pouvoir proposer autre chose et donc en fait, c'est déjà de continuer aussi d'être toujours à l'écoute, finalement, des clients que tu as et pas de se dire que ton client est acquis. Mais c'est la même chose dans une relation amoureuse, hein. Je fais souvent ce parallèle, parce que des fois, c'est difficile d'expliquer justement, ce que nous on fait quand on construit le funnel d'acquisition, sur Meta ou peu importe et je fais souvent ce parallèle, je dis: «Bah, en gros, c'est comme si» parce que souvent les gens ils disent: «Bah, moi je veux faire une campagne pub et puis je veux que les gens achètent». Je dis: «Mais c'est comme si tu étais dans un bar et que tu allais voir une fille et que tu disais: "Coucou, on se connaît pas, on couche ensemble"?» C'est rare C'est que la clair. fille elle te dise: «Mais oui, mais bien sûr!» Je dis: «Mais c'est la même chose. En marketing, il faut que tu aies des étapes où déjà tu regardes si elle te regarde, si elle te sourit, ensuite tu lui proposes un verre. Ensuite effectivement, voilà, vous discutez, puis tu vois comment la relation elle évolue, puis après voilà, tu la ramènes chez toi, ça se passe bien, puis après effectivement tu la fidélises et puis tu l'épouses et puis tu continues à entretenir, ça en faisant des Ça, c'est une bonne attentions et image, ouais. cetera. Et ben c'est la même chose en marketing. C'est voilà, d'abord on veut de l'interaction, et cetera. Puis après on voit si, la personne elle a regardé notre vidéo jusqu'au bout, puis après on fait ce qu'on appelle du reciblage, du retargeting, puis on lui propose des choses différentes, puis après on va de plus en plus straight to the point pour arriver, là où on a envie qu'elle arrive. Mais bien sûr, une fois qu'elle est là, qu'elle est dans notre funnel, qu'elle est acquise, bah, faut pas juste se dire qu'elle est acquise, c'est comment je fais pour chouchouter mes meilleurs clients et cetera et ensuite, là, il y a plein de choses en marketing que tu peux mettre en place. Tu peux mettre en place, là, tu as plein de techniques, qui peuvent être, est-ce que si c'est un de nos meilleurs clients, bah, on leur propose des choses plus particulières, on les invite à des événements. Mais voilà, ça dépend si tu as un business physique, ça dépend de ce que tu as et tout. Mais je crois beaucoup aussi, on a eu cette période Covid et pourtant moi je suis quelqu'un qui est très dans le digital.
Mais justement, je pense qu'on revient beaucoup au physique. Donc, c'est pour ça que je disais ça. Mais c'est vrai que si tu as des bons clients, bah, les voir, les inviter, proposer un vrai événement. Et en fait, c'est génial. Tu apprends énormément quand tu vois les gens. Et quand tu vois tes clients et que tu passes du temps avec eux. Et en fait, ils sont très contents et très touchés par ça. Parce qu'en fait, il y a de moins en moins ce truc-là. Envoyer une carte Ouais. postale. Revenir à un truc Ah, c'est clair. Quand tu c'était la vois, même qui est à chose. l'ancienne, mais ça va aller toucher. À fond. Moi, on a un client là qui lui-même, en fait, il travaille en digital et on discutait. Alors, il s'est fait accompagner, tout ça, et il a dit bon bah, je vais faire un peu plus de présentiel. Là, il est vraiment full présentiel avec des entrepreneurs du digital, du coup, mais il les voit en présentiel. Et il m'a dit ça a changé drastiquement mon entreprise parce que oui, alors ça a fait dépenser beaucoup d'énergie, mais je close beaucoup plus de clients et en plus de ça, je les fidélise sur plus long terme parce qu'en fait, on est face à face, on voit tout de suite si ça match. Il y a toujours une différence entre la visio et le présentiel, hein. On peut être super bien en Exactement. visio, je vois la personne en présentiel, ça passe pas. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et l'inverse est vrai aussi. En visio, ça passe pas très bien, on se voit en présentiel, on est les meilleurs potes du monde et puis ça se passe trop cool. Enfin, c'est trop cool quoi. Donc, revenir à du présentiel ou même parfois, parce que je trouve de mon point de vue que le marché du business en ligne, il n'est pas saturé, mais c'est juste il y a beaucoup de messages, tu vois, et d'aller voir des gens en présentiel, des entreprises en présentiel, si c'est pertinent, bien évidemment, pour le secteur d'activité et plein de choses, ça peut être différenciateur, même dans la prospection, tu vois. Ouais. C'est pour ça que moi, je fais vraiment un mix entre les deux. Ouais, Parce qu'on n'a pas toujours le temps, même la personne qui est en face, donc c'est bien d'avoir oui. la visio, etc. Ça nous fait gagner du temps. Mais franchement, quand tu vois quelqu'un vraiment droit dans les yeux, que tu lui serres la main, qu'il y a un vrai truc de... Voilà, bah en fait, c'est plus facile de faire confiance à quelqu'un. Hmm. Et puis, t'as pas les mêmes discussions, parce que c'est pas la même fatigue. Quand tu es en face, tu vas rigoler, tu vas dire, oh, bah, ok, on peut aller prendre un verre, tiens, on va prendre un café. Tu peux avoir plus facilement un small talk. Et après, moi, c'est pareil, c'est ma vision d'être commercial, mais je pense que moins tu parles de ce que tu vends, plus tu vends. Oui, bah ça c'est, tu prêches déjà un convaincu, hein. Et plus tu apportes de la valeur aussi, tu sais, j'en discutais justement, il y a un podcast qui va sortir là-dessus avec un de mes clients, c'est qu'on a une faculté naturelle pour les meilleurs vendeurs, et moi par exemple c'est notre cas avec cette personne-là. En fait, on est tellement passionné par ce qu'on fait que quand quelqu'un nous lance un sujet, on va parler, mais on se rend pas compte qu'on apporte de la valeur. La personne se dit, ah mais c'est pas con, j'avais vu ça comme ça, j'avais pas vu ça comme ça. Du coup, tu crées la valeur dans la tête de la personne et tu la prévends sur un sujet auquel tu n'avais même pas pensé, parce qu'en fait, toi, tu es juste en train de balancer ton expertise, en fait. Exactement. Et c'est pour ça que c'est ce que je disais au tout début de l'interview. Moi, je suis une amoureuse. Je suis une amoureuse du marketing, je suis une amoureuse des marques, je suis une amoureuse de la data. Enfin, voilà, moi, j'adore parler de ça, parler je peux parler de méta, de funnel et tout pendant des heures et tout. Il n'y a aucun souci. Et j'ai même pas l'impression, parce que des fois, on me disait au début, bah, pourquoi tu vas donner des cours, des machins, etc. Tu vas perdre tes clients ou tu vas perdre du boulot. Je dis, mais tellement pas. Je dis, vous savez, mais pour que quelqu'un en fait, plus il y a de personnes qui vont comprendre ce que je fais ou penser qu'ils peuvent faire des campagnes tout seuls, plus justement ils vont se rendre compte que, ok, je comprends à peu près, donc je comprends ce que tu fais, du coup ça m'intéresse, mais en fait, ils ont peut-être pas l'envie, pas le temps, et donc du coup se dire, bah non, je préfère passer par Elsa ou par son agence parce que eux, c'est vraiment de l'expertise, ils font ça toute la journée, et moi, j'ai juste pas envie de m'attarder là-dessus, comme sur l'IA. Je sais que c'est une grosse problématique, l'IA. Moi, c'est pareil, ça n'engage que moi, c'est ma théorie. Mais en vrai, faire des campagnes sur Facebook. Tout le monde a accès au cliquer sur le boost post. Sauf qu'en fait, c'est hyper smart de la part de Facebook parce qu'en fait, tout le monde peut faire de la pub. Sauf qu'en fait, pour que ta campagne elle soit rentable, qu'elle soit intéressante, que tu comprennes la data, que tu gères bien, que tu optimises tes campagnes, que tu crées un funnel, que tu machin, etc. Oulala, en vrai, c'est archi complexe. Et il faut passer par le business manager, et puis il faut avoir le temps, puis il faut être dessus, etc. Et tout. Et c'est pareil pour l'IA. Un graphiste demain. C'est vrai que tu peux aller sur l'IA, écrire un graphisme, un logo, etc., tout ce que tu veux avec l'IA, mais un vrai bon graphiste qui va avoir la vision, qui va très bien se servir de l'IA, qui sera hyper bien prompté, qui va faire évoluer, qui va vérifier que il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a un logo similaire, qu'il n'y a pas une autre signification derrière, ça, c'est un vrai métier. Et donc, voilà, même si l'IA va donner accessible certaines choses, je pense juste que le métier de graphiste va évoluer. Et C'est pareil dans ça, nos métiers. l'accélérateur. C'est ça, dans nos métiers, on va utiliser l'IA pour faire de plus en plus d'automatisation, mais il faudra quand même quelqu'un pour comprendre les campagnes, être derrière, essayer de les piloter, etc. et tout. C'est juste que ton métier va évoluer. Et, et voilà, et en fait, même si tu parles à quelqu'un pendant des heures, tu lui apportes de la valeur, mais il ne pourra jamais faire aussi bien que toi. Ouais, c'est clairement.
Et un plus de ça sur l'IA, tu vois, pour rebondir dessus, parce que tu as amené ce sujet-là, je pense que ça va être un accélérateur en fait. C'est-à-dire que si tu n'es pas très bon, bah, tu vas apprendre peut-être plus vite. Ou si tu travailles par exemple avec 3 clients, tu pourras peut-être travailler avec 6. Tu vois, tes process vont s'accélérer. Si à côté de ça, tu arrives à partager suffisamment de valeur à droite à gauche par ton expertise, que ce soit gratuitement, et moi, il suffit de regarder le lancement d'Alex Hormozy, alors on pourra en parler presque, tu vois. Le lancement d'Alex Hormozy qui a fait un carton aux États-Unis, il a fait plus de 70 millions, je crois, un truc comme ça. Parce qu'il a tellement apporté de bienveillance dans son contenu. Alors oui, il y a toujours un but de marketing, mais il apporte, il apporte, il apporte, qu'au bout d'un moment, bah, il suffit juste de récolter ce qu'il a semé, quoi. Donc on voit les passionnés là-dessus, hein. C'est toujours le principe de réciprocité de Robert Cialdini, hein. On est sur de la manipulation. Mais oui. Et c'est un mot qui est neutre, hein, ni positif ni négatif, hein, dans ce Mais sens-là. et puis c'est vrai, oui, puisque des fois on manipule sans faire exprès, on a tous envie d'arriver à quelque chose, mais et puis quand tu donnes, tu donnes, tu donnes, des fois faut se dire oh bah j'aimerais bien, tout le monde a envie d'un peu de recevoir aussi, mais je suis persuadée que plus tu donnes, plus tu vas finir par recevoir d'une Ouais, certaine ouais, manière. clairement. C'est vrai qu'on aborde un sujet, l'équilibre, vie pro, vie perso. Il me semble que toi, ça a été un point important. Personnellement, moi aussi, j'ai fait un burn-out, j'ai fait des erreurs, à travailler à 14 heures par jour, 7 jours sur 7, à pas déléguer, avoir un besoin de contrôle, pas s'endormir le soir parce qu'il fallait consommer une formation de Alex Hormozy ou je ne sais quel gourou et qu'on avait plein d'idées en tête. Comment est-ce que toi, tu as abordé ça? C'est un point récurrent chez les entrepreneurs avec qui je travaille. Bah oui, oui, bah je pense qu'effectivement, chaque entrepreneur a cette, problématique-là. Je travaille comme un dingue et c'est normal et c'est trop bien parce que comme je dis, c'est ton bébé, c'est ton œuvre, c'est ton truc et c'est du coup, tu y penses tout le temps et tu as envie que de ça. Il y en a plein qui ne se payent pas pendant longtemps aussi, qui ne se versent pas de salaire. Bon, après c'est chacun sa vision. Moi, le fait de pas se verser de salaire, je pense que pendant quelques mois, OK. Pendant, genre 1 an, pour moi, c'est une des premières erreurs qu'il faut pas faire. Je pense qu'un Pareil. des premiers trucs, c'est se verser un salaire, même si c'est un petit salaire. Parce que oui, après on va pas rentrer dans l'optimisation fiscale et cetera, donc ça sert à rien de se verser un gros salaire et cetera et tout. Il y a plein de façons de se payer avec son entreprise pour optimiser. Mais en fait, psychologiquement, le fait de se verser un salaire, pour moi, ça légitime le temps que tu passes et de comprendre quel est ton taux horaire aussi. Vraiment. Alors, c'est normal, au début, tu te lances, et cetera, donc tu peux pas tout calculer en taux horaire, attention. Il faut aussi savoir donner beaucoup de temps et c'est normal que tu y penses tout le temps. Mais vraiment, c'est un des premiers trucs, se dire, est-ce que je suis rentable, en fait? Parce qu'en fait, tu peux y passer des heures et des jours et te bouffer, mais en fait, si c'est pas rentable, c'est qu'il y a un souci quelque part. Donc, il faut aussi savoir, prendre du recul et se remettre en question. Donc ça, c'est un des premiers trucs. Et oui, et le vie pro, vie perso, faire très attention parce que je pense que l'un nourrit l'autre. Et en fait, si tu ne fais que business, que penser business et que tu es que focus là-dessus, bah, pour moi, au bout d'un moment, tu tournes en rond, en fait. Tu tournes en rond et tu es plus intéressant pour toi, tu es plus intéressant pour les autres, tu te nourris plus, puis tu es comme un hamster qui est persuadé que mais comme pour tout, hein, comme dans ta vision de la vie, comme en politique et tout, si tu es focus que sur un truc, je pense que c'est très mauvais. C'est très mauvais. Puis en plus, l'être humain a tendance à être comme ça, à s'enfermer dans une manière de penser, s'enfermer dans un truc, se conforter dans quelque chose. Donc voilà, moi, je suis très persuadée. Moi, ma vie perso, j'ai mis un peu de temps à essayer de trouver un équilibre et c'est normal. Euh, mais même dans mon parcours de vie, par exemple, je savais que moi, à la base, je voulais plutôt être soit faire les cours Florent ou faire de la radio, etc. et tout. Finalement, je me suis dirigée vers la com. J'ai trouvé ça génial. Mais j'ai toujours continué un peu le théâtre à côté. Après un moment, quand j'ai lancé ma première boîte, j'avais tout arrêté. Je faisais presque plus de sport et je faisais plus du tout je voulais être humoriste, donc je montais plus du tout sur scène. Et puis petit à petit, j'ai repris et en fait, j'ai compris que bah, là, voilà, maintenant, je fais du stand-up à côté. Donc, je passe quand même au minimum 2 fois par semaine sur scène le soir. Donc, il faut du temps pour écrire, il faut du temps pour monter sur scène. Mais je trouve ça génial parce que j'arrive à faire passer plein de messages. Je trouve que l'art oratoire, c'est formidable. Donc, ça m'aide aussi dans ma vie d'entrepreneur. Faire passer des messages avec humour, ils ont 2 fois plus d'impact. Donc, pareil, ça m'aide dans ma vie d'entrepreneur. Dans mon stand-up, je vais aborder des sujets des fois qui n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais d'autres par exemple qui pourraient avoir avec la place des femmes, etc. Et donc l'un nourrit l'autre. Je rencontre aussi beaucoup de gens du coup, parce que par exemple il y a les femmes entrepreneurs de Bretagne qui m'ont demandé de faire ça, d'intervenir en tant que stand-upeuse. Mais finalement, bah, du coup, ça a rejoint les 2 sujets. Je l'ai fait aussi pour
pour un autre groupe qui s'appelle Les Fameuses, qui est un groupe féministe. On l'a fait dans un cinéma Pathé Gaumont devant 300 personnes. Enfin, c'était génial. Mais pareil, ça me permet après d'aborder plein d'autres sujets. Donc finalement, de rencontrer d'autres entrepreneurs. Ou là, c'est une philosophe après qui racontait voilà, le livre qu'elle avait écrit. Puis j'ai rencontré Shirley Soignon, qui est une humoriste, mais qui est aussi finalement une entrepreneur, parce qu'elle s'autoproduit. Donc finalement, c'est aussi du business, faire venir des gens dans ta salle, comment tu fais ta propre communication, Ouais, c'est clair. comment tu convaincs les gens aussi, voilà, comment tu fais pour te démarquer des autres. Donc en fait, pour moi, tout a un lien. La communication, le commercial. Donc en fait, tu es ton propre produit quand tu es humoriste aussi. Donc moi, je suis très contente d'avoir la double casquette parce que l'un m'aide à faire grossir la carrière de l'autre et vice-versa. Et en plus, ça m'aide à extérioriser beaucoup de choses, me triturer l'esprit, etc. Puis quand je suis sur scène en train de créer, de jouer, d'interagir, je ne pense pas à mon business, mais ça m'apporte autre chose. Et pareil pour le sport. Moi, je fais un énorme parallèle avec le sport. Pareil, j'ai besoin de faire beaucoup de sport. Là, je me suis inscrite à un Aerox. J'ai fait beaucoup de Spartan Race. J'ai fait de la boxe en compétition. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de faire plein de sports pour me sentir bien dans ma tête, bien dans mon corps, en forme, parce qu'il faut être quand même en forme aussi. Quand tu veux donner aux gens, donner à ton équipe, donner à ton entreprise, voilà, tu peux pas être chez toi, mal manger, rien faire, mal dormir. Enfin, au bout d'un moment, c'est pas possible. C'est juste physiquement pas possible. À partir du moment, même sans être entrepreneur, à partir du moment où tu as un poste avec une certaine responsabilité où je pense qu'il faut que tu te donnes beaucoup mentalement, je suis intimement persuadée que le mental, le physique, enfin, tout est hyper relié. Donc moi, j'ai besoin d'avoir du sport, de quelque chose, en tout cas une activité créative, culturelle, et du coup, cette partie stimulation intellectuelle, entrepreneuriale à côté. Donc moi, c'est mon équilibre. Il y en a d'autres, ça sera autre chose. Ça va être de lire beaucoup de livres, d'avoir beaucoup de temps pour marcher, enfin, peu importe. Mais je pense que c'est très important de se questionner ouais, sur qu'est-ce qui nous fait du bien. Et voilà, plus tu es bien de toute façon dans ta vie, plus tu passes du temps avec des choses qui te font du bien, même ta famille, tes amis, même d'autres personnes qui ne sont pas entrepreneurs, je pense, pour aussi t'ouvrir à d'autres choses, je pense que ça fait énormément de bien. Et plus tu te sens bien, plus tu peux apporter, quoi. C'est dur de donner si toi, tu te nourris pas. Alors, je vais rebondir là-dessus parce que c'est très intéressant. Moi, j'étais un adepte de la hustle culture avant, de bosser 14 heures par jour, 7 jours sur 7 et tout. Je me suis rendu compte à quel point c'est extrêmement toxique. Déjà, de un, parce qu'on on n'apprend pas la valeur de notre temps, donc du coup, on crée jamais d'effet de levier dans nos actions. Mm. Je bosse, je fais toute ma prospection tout seul, je fais ma vente tout seul, etc. Donc du coup, on ne forme pas de personne, on recrute pas de personne, on investit mal son argent, parce que vu qu'on ne veut pas déléguer ou mettre en place les bonnes actions, on ne crée pas de système, on ne crée pas d'automatisation. Donc déjà, ce premier levier, alors oui, il faut beaucoup travailler. Le deuxième, c'est qu'on oublie des choses qui nous permettent de nous ressourcer intellectuellement et au niveau énergétique. Moi, c'est pareil, hein, j'ai été danseur professionnel, donc il faut danser régulièrement, il faut s'entretenir physiquement, et le jour où j'ai commencé d'abandonner ça, alors je ne fais plus de la danse au niveau professionnel, mais le jour où j'ai abandonné la danse, c'est là où mon physique a commencé à décliner dans l'entrepreneuriat, c'est là où mentalement c'était plus difficile pour moi, et c'est là où j'ai fait un burn-out. C'est-à-dire que c'est là où mon corps avait besoin justement d'extérioriser le stress, toutes les réflexions mentales qu'on a sur le business. Donc je pense qu'il y a le lien entre l'entrepreneuriat, une activité de décharge et une activité de déconnexion, Mm. déconnexion business. Faire un week-end avec les potes au ski, faire une après-midi jeu ou aller dehors ou J'allais quelque dire, ça chose peut comme être ça. les jeux vidéo, peu importe, tant que c'est Voilà, un truc à toi qui te fait du bien, qui est autre. c'est ça. Ça te fait déconnecter et tu reviens avec une énergie nouvelle qui fait que tu penses à des choses, tu sors du guidon de ton entreprise, tu te dis, tiens, j'ai telle problématique, voici la solution auquel je n'avais pas pensé depuis 3 semaines parce que j'avais la tête dans le guidon. Mm. Ouais. Des fois, c'est juste moi, quand je me prends trop la tête sur un truc, des fois, je me dis, allez, je vais aller courir. Et en fait, tu reviens avec un autre oxygène, une autre manière de dire, et en fait, tu te rends compte que tu étais en train de buter, de buter. Moi, ça m'est déjà arrivé, même pour un truc tout bête, mais une fois, je devais rentrer dans un appart. J'arrive je me disais, la clé, elle marche pas, le truc. J'arrivais pas à ouvrir. Je sortais d'une journée, j'étais fatiguée, j'étais énervée et tout. Et je me suis dit, tu sais quoi? J'étais à Paris. J'ai redescendu les escaliers, je suis allée me prendre un café, juste en bas. Hop, je suis allée sur mon téléphone, j'ai fait autre chose, je suis revenue, j'ai mis la clé, ça s'est ouvert tout de suite.
C'est tout con, hein. Mais vu que j'étais tellement dans mon je sais pas et pourtant je ne pourrais même pas l'expliquer, mais je pense que j'étais énervée, j'étais machin, j'étais mon truc, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, pourquoi ça s'ouvre pas? C'est pas possible» et en fait, je me suis dit: «En fait, au lieu de rester là et de monter, 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 monter», je me dis: «Tu sais quoi? Laisse tomber, redescends» et après je suis revenue, là ça a tourné, ça s'est ouvert tout seul. C'est fou. Du coup, c'est pareil, c'est un truc, je me suis dit je l'ai raconté après à ma pote, j'ai dit: «C'est quand même» et je pense que c'est la même chose dans le business. Des fois, on est là, on se monte, on se monte, on se monte, alors qu'en fait, juste va marcher, fais autre chose, je sais pas, fais une pause, parle avec quelqu'un, appelle quelqu'un d'autre et puis après tu vas revenir, tu vas voir, hop, la solution, elle va apparaître. Donc ouais, donc ça, c'est sûr. Il faut, en tout cas, voilà, donc 2 choses très importantes comme tu l'as dit et comme, j'avais dit, c'est comprendre quelle est la valeur de ce qu'on propose et du coup se payer et se valoriser. Voilà et vraiment comprendre que son temps, il est important, heu et après oui, faire plein de choses qui te rendent heureux, quoi. Parce que enfin, je pense pas qu'il faut être entrepreneur pour se rendre malheureux, parce que la plupart des entrepreneurs, ils disent: «Ah ouais, moi je veux lancer un truc pour me sentir libre, pour, ah» et puis en fait, il y en a plein qui se retrouvent, complètement, enchaînés. Oui, qui bossent, des 60 heures par semaine et qui même au bout de j'ai un entrepreneur là avec qui on travaille, ça fait plus de 10 ans qu'il a son entreprise. Il y a eu très peu de croissance, très peu d'évolution et il bosse beaucoup plus que dans le salariat. Et pour lui, il prend la réalisation que il a passé 10 ans à travailler beaucoup plus que s'il avait été salarié et que ce qu'il recherche, c'est non pas la stimulation intellectuelle, ça, c'est la liberté. Mais cette liberté, il en a moins depuis qu'il est dans l'entrepreneuriat. Alors qu'on lui a Exactement. vendu le rêve de l'inverse, tu vois. Mmh. Donc, alors oui, il y a des actions à mettre en place pour gagner en liberté, mais on peut venir avec une idée préconçue qui est fausse en fait. Exactement. Moi, j'avais eu une interview, on avait posé cette question-là, de façon générale et tout. Je me rappelle, j'étais avec, Théo Lozolayan et tout, on en discutait à plusieurs entrepreneurs et il y avait ce truc de cette question de: «Est-ce que tu pourrais retourner dans l'entreprise, être employé?» et j'ai été la seule à avoir dit «oui» et Ah ils ouais. étaient tous choqués et j'avais dit: «Mais en vrai, moi, c'est pas j'aime entreprendre, j'aime créer, mais c'est pas le fait d'être entrepreneur et de me dire: je suis mon propre patron qui m'excite, c'est pas ça, moi». C'est un projet. Si demain, tu me proposes un projet, c'est tout ce que j'aime, je sais pas, moi, c'est dans la musique, pour des concerts, pour un truc, enfin voilà, parce que j'ai bossé là-dedans, j'adore ça et tout. Tu me dis: «Tu es employé, mais tu as la liberté de tout. Tu es payé, mais tu as la liberté de créer, d'entreprendre, là-dedans, d'être, créatrice, innovatrice de ça et cetera, de liberté de tes horaires, liberté de tout», mais en fait, je m'en fous. J'ai auc enfin, le fait de dire c'est pas le fait de dire tu es entrepreneur et d'avoir fait un montage financier pour pouvoir me payer qui est intéressant. Ça, j'en ai rien à tamponner. Ce qui m'intéresse, c'est le projet. Tu peux être un entrepreneur salarié. Il y en a plein qui sont comme ça, qui sont des vrais entrepreneurs, des vrais leaders, des vrais créatifs, sans avoir le statut. Et moi, le Hmm. le statut en tant que tel ne m'intéresse pas, c'est qu'est-ce que j'en fais? Comment je le vis? Et effectivement, je pense qu'il y a des employés qui sont beaucoup plus libres, beaucoup plus créatifs, beaucoup plus entrepreneurs, qui ont plus de liberté, qui arrivent à scaler, proposer des choses et cetera, que certains freelances ou entrepreneurs qui ont des qui sont complètement, esclaves de leur boulot. Ouais, être complètement dépassé, hein. Puis qui sont très peu payés, hein. Ah oui, mais j'en connais aussi, hein. Je fais le même constat, hein, Donc, si tu clairement. veux, moi, si c'est pour bosser 10 ans, pas me payer ou très peu me payer, bosser comme une zinzin et pas avoir de temps, bah, non, moi c'est donc je pense que de temps en temps, de prendre le temps de soit en se faisant coacher, soit en prenant du recul et cetera, mais se reposer les vraies questions de pourquoi j'ai voulu être entrepreneur. Ça, c'est une bonne question. C'est Ouais. effectivement de temps en temps de remettre parce qu'en plus ça peut évoluer. Moi, mes envies de quand j'ai monté ma première boîte et mes envies maintenant ne sont pas les mêmes. C Mes ambitions en tout cas. Je dirais pas que je suis moins ambitieuse, mais je suis ambitieuse différemment. Hmm. Je veux j'accepte d'être de moins me payer, mais je veux plus de temps. Moi, ma Ouais. vraie richesse aujourd'hui, c'est de pouvoir me lever et dire: «Tiens, j'ai envie d'aller surfer là, pendant 2 heures, puis après je vais, bosser. Tiens, je vais avoir du temps pour ma famille. Tiens, je vais» pour moi, ça a 2 fois plus de richesse ça, tout en me disant que j'apporte de la valeur, que, voilà, que mes clients sont heureux, que je m'éclate, que je donne une bonne image de mon entreprise, que les gens qui sont avec moi soient contents, qu'ils aient envie de me suivre et cetera. Ça me stimule beaucoup plus que quand j'ai commencé ma première boîte, je voulais vraiment gagner de l'oseille Hmm. Ouais, je vois. et j'ai évolué sur ça. Ouais. Bah,
pareil. Et on a un client, justement, qui a eu une croissance assez exponentielle. Et au moment où est-ce qu'il arrive au pic de sa croissance, il s'est rendu compte que c'est pas ce qu'il voulait. C'est-à-dire qu'il s'est pas posé cette question que tu as posée, c'est pourquoi il voulait être entrepreneur. Il s'est rendu compte que, et c'est régulier, hein, ça arrive souvent, hein, et on a eu plein de fois le cas, et des gens qui se disent, bah, en fait, j'étais bien au palier d'avant, je travaillais un peu moins, j'avais pas plein de gens à gérer, les humains, ça me casse les pieds. Il y en a qui détestent, hein. C'est pour ça que je disais, faut C'est aimer l'humain, il faut avoir envie de gérer de l'humain. C'est pas ça, repense ton business model aussi, hein, parce qu'il y en a, c'est. En fait, c'est ça. tu fais même plus ton métier. Moi, à la base, mon métier, c'est la com. Et de temps en temps, je me dis, waouh, j'ai même plus le temps. Parce que je gère de l'administratif, je gère de l'humain. Le travail de dirigeant, c'est un travail à part entière. Donc, du coup, moi, j'ai envie de continuer à pouvoir accompagner des clients, etc. Donc, là, encore là-dessus, je trouve le juste milieu en, OK, est-ce qu'il faut peut-être que je prenne un autre admin, que je lui demande de, voilà, est-ce qu'il faut que, voilà, pour qu'il gère un peu plus les factures, les machins, les trucs comme ça, est-ce qu'il faut que je demande à mes clients de plus travailler? Et voilà, pour regérer, pour que moi, je puisse apporter aussi et continuer à faire mon métier de base que j'aime aussi. J'ai pas envie d'être que dirigeante, quoi. Ouais, Ça ouais. Tu as m'intéresse pas. besoin d'avoir les pattes dedans. Je suis un peu pareil. De temps en temps, tu vois, une réalisation qu'on a eue là sur 2025, moi c'est pareil, de base je suis un technicien, j'aime bien faire les choses, et passer à entrepreneur, ça a été un vrai déclic, parce qu'il faut libérer du contrôle, déléguer, former, etc., former les gens de l'équipe, quand c'est toi qui as le savoir, tu vois. Et au bout d'un moment, tu t'ennuies. Je sais pas si ça t'est arrivé, c'est-à-dire que, bon, je parie, vous avez les factures, vous avez les appels, je fais toujours mes appels de vente, parce que je sais pas, j'aime bien ça. Donc, je fais mes appels, et au bout d'un moment, je m'ennuie, je me dis, ça fait un moment que j'ai pas touché une automatisation. Ça fait un moment que j'ai pas revu un funnel. Ah, ça fait un Mm. moment que j'ai pas lancé une petite campagne de prospection pour un client automatisé sur LinkedIn, tout ça, une petite LinkedIn Ads, etc. Et juste, je pense que pour ce type de dirigeant, parce qu'il y a plusieurs profils, hein, j'avais lu un livre là-dessus, de faire un tout petit peu d'opérationnel de temps en temps, bah, pour rester reconnecté à la réalité et juste pour kiffer, c'est essentiel, ça te permet de tenir sur le long terme quand même et de continuer à kiffer ta boîte. Qu'est-ce que tu en Et puis penses? même donner du sens. En fait, moi, quand je parle à un client ou que je dois lui vendre, si j'ai même plus les mains dans le cambouis, j'ai l'impression de parler dans le vent. En fait, alors que mais pareil, c'est ma façon de, comme tu dis, il y a plusieurs entrepreneurs. Moi, ma façon de vendre, c'est que je me vois mal être dirigeante d'une société de quelque chose que je ne maîtrise pas. Oui, ouais, je vois. Il y en a qui peuvent. Il y en a, c'est pour ça que je disais, c'est un métier à part entière. Il y en a qui peuvent être dirigeants, CEO, d'une expertise qu'ils n'ont pas. Moi, je n'en suis pas à ce niveau-là, et c'est pas une ambition aujourd'hui que j'ai. Je peux être dirigeante que d'un milieu, ou en tout cas, j'en ai envie d'être dirigeante que d'un milieu que je connais. Aujourd'hui, j'aime parler de com, j'aime parler de marketing, j'aime parler de finance, j'aime parler de data, et donc du coup, je me sens légitime de le vendre. Donc, je me sens légitime de diriger une société et d'accompagner des employés des collaborateurs qui sont là-dedans. Je me vois mal demain arriver dans un truc, dans une ingénierie que je ne connais pas, et de faire. Et pourtant, je pense que une partie de moi serait capable de le faire parce que je sais gérer de l'admin, je sais gérer du management, donc je pense que peut-être que j'y arriverai. Mais voilà, je sais pas, en tout cas, je me sens pas de faire ça, quoi. Donc, ouais, Intéressant. c'est de garder du sens, ouais, dans ce que je fais. Et dans la vision, alors j'aimerais qu'on transitionne sur le dernier point avant qu'on se quitte. C'est selon toi, quelle est quelle va être la différence sur les 5 prochaines années? Alors, si toi, tu as une perspective dessus, hein, tu vois si tu as quelque chose à partager dessus. Mais enfin, quelle va être la différence entre une entreprise de marketing, de com, un peu comme la tienne, tu vois, qui va réussir et celle qui va s'écrouler dans les prochaines années? Parce que tout va vite. On a l'IA, les réseaux sociaux, les algorithmes méta sont souvent mis à jour. On a tous les jours de nouveaux outils qui sortent. Donc, tout va très vite dans le marketing. Quelle va être la différence entre une entreprise comme la tienne qui performe et une entreprise qui ne performe pas sur les 5 prochaines années, selon toi? Selon moi, c'est de garder en tête qu'il faut être très, très agile et que peut-être que tout ce qu'on a appris, les 5 dernières années, ne sera plus valable dans les 5 prochaines années. Et après, je sais que j'ai pas trop de soucis avec ça parce que quand ce que je racontais, c'est que moi, ce que j'ai fait dans mes études, j'ai fait, option relations presse, relations publiques, événementielles, et je me suis retrouvée, à créer des campagnes, Facebook. Donc déjà, je suis sortie d'école, 2 ans après, le métier finalement que j'ai fait, n'existait même pas. Donc en fait, c'est pour ça que ça me fait pas tant peur que ça, parce que je disais: «L'IA pour moi, c'est juste un outil
qui va nous aider à. Mais je pense pas qu'il va remplacer. Il va juste faire évoluer nos métiers. Et en fait, par contre, soit tu prends le train en marche en te disant que, bah, ouais, c'est OK et qu'à ce moment-là, tu te fais former, tu t'auto-formes, tu passes du temps dessus et cetera et tout. Tu vois comment, apporter de la plus-value, proposer des formations, proposer des services. Nous, par exemple, on est sur le Géo en ce moment. Le Géo, c'est, le SEO mais avec, l'IA, donc le référencement naturel par l'IA. Parce que de plus en plus de gens cherchent sur ChatGPT, même à l'oral, quel est le meilleur restaurant autour de moi, qu'est-ce que je peux faire comme voilà. Donc là, on est en train de sortir une offre là-dessus, parce que du coup, c'est comment être bien référencé dans les IA. Et on n'a pas encore toutes les réponses, parce que c'est encore Ah, ça en prend tout le évolution, temps. on work in progress. Mais du coup, ce que je disais à Mégane, là, ma collaboratrice qui est spécialisée là-dedans, je disais: «Mais c'est pas grave, viens, on fait, on lance. De toute façon, voilà, je dis déjà fais le nôtre, travaille sur le nôtre et puis hop, comme ça on va proposer à des clients et puis, pareil, voilà, on va leur proposer quelque chose, on va leur proposer d'être là-dessus et je pense que c'est les premiers qui seront en train de travailler là-dessus de toute façon qui seront les mieux référencés. Après, bah, peut-être que nous on n'a pas toutes les réponses encore et c'est normal parce que je suis pas une spécialiste, c'est pas moi qui crée les IA et le référencement et je comprends pas tout ce qui se crée là-dedans. Mais soit tu le fais et puis, tu apprends en le faisant et puis voilà et tu évolues et tu avances avec. Soit, tu es, dans la deuxième catégorie qui est un peu dans le: «J'attends de voir un petit peu» et Mmh. puis voilà. Ou encore troisième catégorie qui existe encore, c'est, «Non, non, moi je suis persuadée que faut qu'on reste, sur nos acquis et cetera et tout». Mais même sans l'IA, la structuration des sociétés va changer. Les agences dit, 360 en com, moi je pense qu'elles ne sont pas vouées à rester comme ça. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus des agences spécialistes, mais qui vont travailler ensemble au sein d'une grosse agence, mais vraiment avec des pôles très spécialisés et cetera. Donc je pense qu'il va y avoir plein d'évolutions et structurelles, même dans l'humain, dans où est-ce que tu places les gens et cetera et tout. Et d'ailleurs, le milieu de la com, hein, là, on a eu une année assez difficile, hein, on est passé de 5 de croissance à 1 de croissance. Donc voilà, je pense que c'est tout. Faut pas avoir peur de dire qu'il faut repenser, 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 repenser. Du coup, je comprends, hein, c'est beaucoup plus fatigant que d'avoir, une agence, comme, il y a 20 ans où tu pouvais avoir un modèle qui allait hyper bien fonctionner pendant 10 ans. Aujourd'hui, ça se trouve, le modèle que je mets en place, il va fonctionner 1 an, puis après, il faudra que je le repense. Moi, ça me dérange pas, je trouve ça cool, je trouve ça excitant, je trouve ça marrant, voilà, de dire que ça change, mais je peux comprendre que pour certaines personnes, ça soit épuisant. Mmh. L'évolutivité du business model, en fait, c'est rester agile et de comprendre que le marché se sophistique, le marché change, les techniques changent, ce qui fonctionnait il y a 2 ans ne fonctionne peut-être pas aujourd'hui et ça fait sens. Ok. Je pense Mais que c'est vrai que c'est une c'est bonne leçon, ça, ouais. hein. Il y a plein Mmh. d'entrepreneurs, même dans plein d'autres, pas que dans la com, hein, mais qui ont des boîtes dans la comptabilité, dans plein de choses et cetera. C'est vrai que c'est une discussion là que j'ai, ces derniers temps assez récurrente. C'est qu'à l'époque, tu pouvais avoir un directeur financier qui te donnait une projection à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et cetera. Parce que moi, c'est quelque chose que j'aime bien avoir et que j'ai demandé il y a pas longtemps. J'ai eu cette discussion avec mon DAF et cetera et tout. Et maintenant, c'est hyper dur. En fait, même d'autres entrepreneurs dans d'autres milieux, ils disaient: tu as des licornes, elles ont fait comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis comme même des trucs hyper intéressants, même des startups et cetera, comme ça et en fait, on n'arrive plus à avoir avant, on arrivait plus facilement à avoir: «OK, je vois à peu près et cetera et tout». Même les investisseurs, ils Ouais, c'est la maintenant visibilité. ouais, bah, c'est hyper dur parce qu'en fait, il peut y avoir un Trump qui annonce quelque chose, il peut y avoir un dérèglement climatique. En fait, on est beaucoup plus dans quelque chose d'instable, nous, dans notre société et donc du coup, ça a un impact aussi sur les sociétés, sur les demandes, sur les besoins et cetera et tout. Et je pense aussi qu'il va y avoir de plus en plus de freelance. C'est pour ça que je disais même structurellement, la manière dont c'est pensé et cetera, Mmh. heu heu, voilà, de la liberté sur et cetera. Enfin, comme, on disait à l'époque, on pouvait rester très longtemps dans une société, aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. On change au sein de notre carrière, mais je pense aussi qu'au sein de notre carrière, il y en a qui vont passer du freelance à, être salarié, à enfin, je pense qu'il y aura de plus en plus de mouvements, comme ça, et ce qui est pas plus mal parce que
Moi, je préfère avoir un collaborateur qui est déjà passé par le freelance parce qu'il comprend 2 fois plus la Ouais. problématique des Ah gens. ouais, 100%. Ah ouais, pareil. On prend que des personnes qui ont d'expérience en freelancing, quasiment, parce qu'ils comprennent les problématiques. Ils ont vu ce que c'est que de l'entrepreneuriat. Ils savent ce que c'est C'est que de ça. faire une facture. Ils ne comprennent pas le hors-taxe avec le TTC, par exemple, pour certains. Tu Puis vois. ils savent que c'est pas si facile et qu'il faut trouver des clients et qu'il faut machin et qu'en fait, c'est pas juste leur poste et voilà, parce que quand tu es passé, ne serait-ce que freelance, tu as dû être ton propre commercial, ton propre patron, savoir combien tu te verses, trouver des clients, en même temps trouver du temps pour des clients, et en même temps faire ton métier. Et je pense que quand tu es passé par tout ça, tu dis: «OK, là j'ai le temps de faire que mon travail et c'est cool, mais je comprends ce qui se passe à côté». Ah, 100%. Il Donc faut avoir cette flexibilité-là. J'en discute en plus avec un collègue qui est du même avis. Et on a un mec avec qui on a bossé aux États-Unis qui, lui, avait un business basé sur de l'IA. Et en gros, c'est une toute petite boîte, hein. Et sa boîte, elle faisait des transcripts de vidéos, tout ça, enfin, un service qui est une commodité malheureusement. Et avec l'arrivée de gros outils d'IA qui faisaient la même chose quasiment gratuitement, tout son business model, en fait, son chiffre d'affaires a fondu comme peau de chagrin. Et donc, il a dû rapidement se réinventer parce qu'un business sur lequel il se dit, OK, il y a une nouvelle fonctionnalité, je l'exploite, je fais une couche entre OpenAI et mon service et je prends une différence sur un service d'arbitrage et je me goinfre et je fais 8-10 000 euros par mois en étant tout seul en tant que développeur. Bah finalement, 3 mois après, tout se pète la gueule ah bah, et ouais, donc il faut recommencer de zéro, il faut complètement changer le service quoi. Donc, donc ouais. La résilience, je pense que ça, c'est un bon mot. Je pense qu'il va falloir là, y en avoir beaucoup dans les prochaines années en tant qu'entrepreneur. ouais, je pense aussi. Bah écoute, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Donc, c'était Elsa Salmon, entreprise Audience, c'était basé à Nantes, hein, je dis pas de bêtises. Exactement. Et sur ce, on se voit pour un prochain podcast avec The Machine.